c'est ce dont il annonce l'avènement, la victoire par chaos debout de toutes les autres solutions. Mais ne croyez pas que je m'écarte de mon sujet qui est celui de l'anthropologie. Je fais juste un petit détour et pour vous y ramener implacablement. Pour Tocqueville, la démocratie, il y en a deux. Il y a deux démocraties. Ces deux démocraties reposent toutes les deux sur l'égalité. Mais l'une se fonde sur la passion de l'égalité et l'autre se fonde sur la considération pour l'égalité. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et au fond, pourquoi a-t-il écrit ce livre sur la démocratie en Amérique? Et justement parce que il lui a fallu traverser l'Atlantique, lui qui est issu d'une famille royaliste, légitimiste, lui dont le père a dû son salut et sa vie au 9 Thermidor, hein, parce qu'il serait passé si le 9 Thermidor n'avait pas mis fin à la terreur révolutionnaire en 1794. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire ou Chateaubriand ou Tocqueville, ce sont le même genre de famille et ils sont d'ailleurs cousins. Mais ils sont obsédés par la Révolution. Ils ont vécu toute leur enfance dans la terreur de la Révolution. Et ce qui est extraordinaire chez Tocqueville, c'est qu'il se dit de toute façon, on ne peut rien faire. De toute façon, l'aristocratie que je représente, la société d'ordre que je représente, cette idée que par ma naissance, je suis au-dessus des autres, c'est totalement fini. Donc il y a bien quand même une nouvelle humanité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, pour ces rejetons issus de nobles familles, une considération sociale assez générale à l'époque. Il faut reconnaître que M. de Tocqueville, il s'est juste donné la peine d'écrire et on l'a publié, il n'y a aucun problème. Il y a une considération sociale. Mais il n'y a plus de rang, comme dans l'Ancien Régime. Il n'y a plus d'inégalité radicale. Donc l'égalité est une fatalité, la victoire de la démocratie est une fatalité. Maintenant, il y a deux démocraties, la démocratie révolutionnaire française, là c'est le sang, et la démocratie américaine, qui est merveilleuse parce que elle est comme naturelle, il n'y a rien avant. Et elle provient, dit très bien Tocqueville, de la croyance religieuse des premiers immigrants, qui, au nom de leur christianisme, vont pratiquer naturellement l'égalité. Ça aussi, c'est très important. Et donc, qu'est-ce que va chercher Tocqueville aux États-Unis? Il va chercher une démocratie apaisée. Ça ne veut pas dire que ce soit avec une joie sans mélange, si vous voulez. Sans doute, M. de Tocqueville eût-il préféré que la situation de sa famille demeure inchangée dans la suite de l'histoire. Mais il ne peut pas faire comme si les événements n'avaient pas tout bouleversé, et il ne peut pas faire comme si ce bouleversement n'était pas non irrémédiable. Alors, l'idée de Tocqueville, c'est d'aller chercher aux États-Unis un pays où l'égalité des conditions repose non pas sur le sang versé, mais et non pas sur une égalité réelle, comme les sans-culottes, si vous voulez, qui dans leur effervescence politique réalisent l'égalité absolue, réelle, se tutoient, comme plus tard on s'appellera camarades, dans des sortes de micro-sociétés, partis communistes ou sans-culottes, qui réalisent l'idéal de l'égalité, l'idéal de la démocratie. Alors ça, c'est trop pour M. de Tocqueville, et il préfère trouver une égalité raisonnable ou raisonnée. Je cite François Furet,
non pas un état social réel, donc une égalité sociale réelle, c'est pas ça que cherche Tocqueville, mais la perception égalitaire du rapport social normalement hiérarchique par les acteurs de ce rapport. Je suis désolé, c'est un tout petit peu compliqué, mais c'est quand même important. Parce que c'est toute la différence, si vous voulez, entre ce qu'on appellera après le socialisme et ce qui peut être la démarche de Tocqueville, qui est donc, je le répète, la recherche non pas d'un état social réel, mais de la perception égalitaire du rapport social normalement hiérarchique. La perception égalitaire du rapport social normalement hiérarchique. Donc ça, c'est pas la même chose. Ça veut dire que, si vous voulez, il y a toujours des maîtres et des serviteurs, mais il y a une nouvelle manière d'être maître et une nouvelle manière d'être serviteur. Oh, mais c'est vachement chrétien, ça. Si vous lisez la lettre à Philémon de saint Paul, peut-être vous la connaissez pas, celle-là. C'est un petit billet très court qui est envoyé à un propriétaire d'esclaves après la fugue de son esclave Onésime. Donc il y a Philémon et Onésime. Onésime a écouté saint Paul, pas plus con qu'un autre, l'esclave. Hein. Il a écouté saint Paul dire qu'il n'y avait plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre. Et il a été voir Paul et il lui a dit, bon, maintenant moi je me suis tiré, tu as dit qu'il n'y avait plus ni esclave ni homme libre, mon maître est chrétien, tu dois le forcer à m'affranchir. Bien raisonné. Qu'est-ce que lui dit Paul? Il aurait pu dire, le christianisme supprime l'esclavage, refuse ce crime contre l'humanité qu'est l'esclavage, etc. Il ne dit pas ça. Parce que le christianisme n'est pas révolutionnaire. Il y a toujours cette dualité entre le royaume des cieux et le royaume de la terre. Et il dit donc, écoute, je vais te renvoyer chez ton maître, et on a ce billet qu'il a donné à Onésime pour le remettre à Philémon. Il le renvoie donc à Philémon, son maître, et il écrit à Philémon, reçois avec douceur ton esclave Onésime. Je vous rappelle quand même que l'esclave fugueur, il mérite le châtiment de la crucifixion, vous savez. Reçois avec douceur ton esclave Onésime. Il est plus que jamais ton esclave, ou il est, on pourrait traduire le grec archidoulos par super esclave. Il est ton super esclave parce qu'il est ton frère. Il est ton super esclave parce qu'il est ton frère. Mais l'idée de Tocqueville, elle est au fond celle-là. Elle est que il y a toujours des rapports d'infériorité et de supériorité, mais il y a une autre manière de vivre ces rapports après la victoire de la démocratie. Pourquoi? Parce que il y a une autre conception de ces rapports. Je vous relis maintenant la phrase de François Furet, vous verrez que c'est du saint Paul pur, à mon avis, même si François Furet n'y a peut-être pas pensé. Tocqueville cherche non pas un état social réel, une égalité réelle, ça serait un disciple de Marx et de... voilà, mais la perception égalitaire du rapport normalement hiérarchique par les acteurs de ce rapport. Perception égalitaire du rapport normalement hiérarchique par les acteurs de ce rapport. Ça, c'est ce que j'appelle personnellement la révolution chrétienne, c'est-à-dire non pas une révolution révolutionnaire, non pas une révolution qui détruit, non pas une révolution qui s'impose par la violence et par le sang, mais une révolution qui transforme les mentalités, qui transforme les cœurs, qui transforme la relation entre les hommes. Alors, donc, aux États-Unis, Tocqueville va découvrir la démocratie sans la révolution, fondée sur le consentement collectif à la loi, la reconnaissance des minorités, et surtout, pour Tocqueville en tout cas, le droit d'association, qui est pour lui absolument fondamental aux États-Unis. C'est ce droit d'association qui permet aux minorités de se faire entendre. On va revenir à la théorie politique de Rousseau tout à l'heure, et à ce qui fait des minorités. Oui, pardon. Est-ce que j'ai eu le plaisir de lire les sites de Tocqueville, mais est-ce que prend en compte dans les minorités justement le peuple originaire indien?
On a Alors, tendance c'est- un peu oublié dans votre discours. C'est une excellente question, et il y a répondu. Il y a deux problèmes aux États-Unis à l'époque de Tocqueville, c'est les Indiens et les Noirs. À propos des Noirs, qui sont au sud des esclaves, il n'arrête pas à l'oublier, on est avant la guerre de sécession. À propos des Noirs, il dit que la tolérance de l'esclavage aux États-Unis est absolument suicidaire parce que ça signifie que les valeurs sur lesquelles repose la vie politique américaine ne sont pas des valeurs pour tous. Et par conséquent, il n'y a pas cohérence, si vous voulez. Il n'y a pas cohérence du pacte social. Et donc, il voit très bien le moment où il y aura émancipation des Noirs et où il y aura... Parce que, dit-il, les Noirs vivent de la même façon socialement que les Blancs. Chez Tocqueville, la dimension sociale, le lien social est très important et distinct du politique. Hein. Et maintenant, il y a les Indiens. Et alors les Indiens, là, il ne dit pas la même chose. Il dit les Indiens sont des nomades, leur défaite est absolument fatale. Que ce soit une défaite due au fait qu'ils vont traiter avec les Blancs, mais ils traiteront toujours à leur désavantage, ou que ce soit une défaite due au fait que leur armement est totalement inégal par rapport à l'armement des Blancs, et que par conséquent, même s'ils se révoltent, ils perdent encore, de toute façon, pour les Indiens, dit Tocqueville, qui ne fait pas de sentiment, c'est un sociologue, hein. C'est pas un humanitaire, si vous voulez. Donc il analyse, et il dit, les Indiens ont perdu. Et ils seront perdants. Ils n'ont qu'une seule solution, c'est de se fondre dans le monde dominant. Et de devenir sédentaire. Et d'accepter tout ce que suppose une vie sédentaire. Et bon, voilà. Il y a ce qu'il appelle un chapitre sur les trois races. Donc, voilà. Avec ce problème typiquement américain, effectivement, mais qu'aujourd'hui, nous avons aussi en partie. Mais nous nous prenons pour les Américains, nous nous prenons pour un empire, en fait. Je me souviens quand le président Obama a été élu, moi, ma source, c'est France Info. Hein. Parce que c'est en voiture, et voilà, c'est très simple. Et alors, sur France Info, je ne sais plus quel imbécile de commentateur expliquait d'un air navré que nous, en France, on n'avait pas encore eu de président noir. C'était une infériorité par rapport aux États-Unis. Alors que, pour les États-Unis, la présence des esclaves noirs, elle a 2 siècles et demi, 3 siècles. Donc pour nous, c'est quand même un peu plus récent. Enfin, je sais pas. Mais on était déjà, si vous voulez, dans le melting pot français, en fait. Qui avait beaucoup de retard quand même sur le melting pot américain. Mais on va vers là. Et on va vers là même au nom de l'Empire français, d'ailleurs. Un empire français, d'une France qui, comme dit Zemmour, ne s'est jamais résolu à n'être qu'une nation. Qui a une espèce de nostalgie impériale. Enfin, c'est la nostalgie de Zemmour, mais c'est ce qu'il pense voir dans l'histoire de France. Et c'est vrai que depuis François Ier, qui a dû céder la place à Charles Quint, un Valois qui cède la place à un descendant des ducs de Bourgogne, puisque je crois que la mère de Charles Quint est Marie Bourgogne, si j'ai pas mémoire, c'est fou. Voilà. Les Français ne se sont jamais remis de la défaite de Pavie en 1524, où François Ier est obligé de laisser passer Charles Quint, qui sera l'empereur sur un empire où le soleil ne se couche jamais, comme il disait. Donc, première mondialisation européenne. Voilà. Pardon, on s'est un peu égaré. Donc, vous voyez, l'idée de Tocqueville est quand même très intéressante, parce qu'au fond, il a affronté la mutation anthropologique de la Révolution, il l'a admise, et il a surtout la lucidité de penser que la démocratie peut être extrêmement dangereuse, peut être un despotisme
effrayant. Et là, il faut vraiment que vous lisiez ces textes, vous les trouvez sur Internet, vous les trouvez partout, et je vais vous le lire avec... c'est admirable. Vraiment admirable. On voit que il y a une espèce de, pour Tocqueville, il y a une espèce de fatum démocratique, un destin démocratique. C'est comme ça. C'est ce que Marx appellera le sens de l'histoire. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de sens de l'histoire. C'est l'individu pour l'instant le sens de l'histoire, avec le bourgeois bohème comme ultime incarnation.